Il est des hommes qui traversent le ciel de leur époque comme des comètes, scintillant de tout leur feu parmi les millions d'étoiles, puis s'effacent au bout de leur course dans un éclat pâlissant. Il est aussi ces mêmes hommes que notre Guadeloupe a vu naître sur son sol, puis s'exiler, emportant avec eux le souvenir mélancolique et enchanté de ses fragrances et de ses couleurs éclatantes. Ni ses origines lointaines et incertaines, ni la couleur d'épice de sa peau ne prédisposaient ce fils d'esclave à devenir ce qu'il fut dans le Paris du siècle des Lumières. Un humaniste cultivé et spirituel, familier des grands, menant un train de vie somptueux dans la capitale. On finit par croire que l'on a affaire à un personnage hors du commun, une force de la nature, incroyablement doué et sans doute pourvu d'une volonté propre à franchir tous les obstacles. Il était temps que la Guadeloupe redécouvre le chevalier de Saint-Georges. Là, nous sommes sur une ancienne habitation, donc une ancienne sucrerie qui devient par la suite une distillerie. Donc le résumé de la grande époque de la ville de Saint-Georges. Toutes ces pierres de sucrerie, tous ces renforts qui servent à retenir l'équipage à sucre. Et bien sûr, ces rails de chemin de fer qui ont été utilisés pour renforcer le générateur à vapeur pour la distillation du rhum. Voilà le résumé des pierres et des hommes. Joseph est issu d'un milieu un peu particulier. Il est le fils d'un planteur, mais pas n'importe quel planteur. Il est le fils de Georges de Boulogne-Saint-Georges, qui est propriétaire terrien, qui possède une grosse sucrerie à la montagne de Saint-Robert, qui épouse Elisabeth Mérican, qui, elle, est propriétaire d'une autre sucrerie à la montagne de Saint-Louis. Donc, ce qui fait que Saint-Georges naît dans un environnement, il a beau naître esclave, puisqu'il prend la condition de sa mère, qui, elle, est esclave. Donc, il a quand même un père qui va lui donner toute son attention. Il a un fils illégitime, et il ne regarde pas à la couleur. Il lui donne une éducation comme il l'aurait donné à son fils légitime. Ce qui lui permet, bien qu'étant homme de couleur, d'accéder à une éducation particulière et entrer dans un monde qui était jusque-là fermé aux hommes de couleur. En effet, l'époque de Saint-Georges n'offrait aucun statut social aux hommes de couleur. Mais leur travail sous contrainte était primordial pour enrichir la France et étendre son royaume par-delà l'Atlantique. Le XVIIIe siècle est celui du commerce triangulaire, qui apporte des richesses fabuleuses et permet en France l'explosion des arts sous toutes ses formes. Dans les colonies, le Code noir donne le statut juridique des esclaves. Cet édit royal définit l'esclave comme une propriété et non pas comme une personne. L'île aux Belles Eaux devient une escale maritime incontournable vers les Amériques. C'est dans ce contexte historique que Saint-Georges naît le 25 décembre 1745 sur les hauteurs de Baïf, dans l'habitation Clairefontaine, domaine qui appartient aujourd'hui à Éric Coriolan et aux héritiers Baltide. Celui qui deviendra le talentueux chevalier Saint-Georges est mis au monde par une esclave noire, Nanon, sur les propriétés de son père, Georges de Bologne-Saint-Georges. Le petit mulâtre recevra une éducation en principe réservée aux aristocrates blancs, distillée par les meilleurs maîtres. Durant toute sa vie, il sera à la fois virtuose de violon, cavalier affirmé, compositeur, breteleur hors pair, directeur d'orchestre, mousquetaire, gendarme, puis écuyer du roi, et enfin commandant de la Légion des Hussards Noirs. De son vivant, il sera un des hommes les plus respectés et admirés.
on a un homme de couleur dans un milieu qui jusque-là était fermé à ses frères. Il arrive, il est accepté parce qu'il a des talents particuliers, parce qu'il arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Mais pourquoi? On ne se pose jamais la question pourquoi il arrive toujours à cette excellence. Pourquoi Saint-Georges, il est bon dans tout. À chaque fois qu'on parle de Saint-Georges, c'est pour dire c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Ben, en fait, ce Dieu des armes, il est un fils des îles. Naître mulâtre sur une habitation, c'est devenir plus tard géreur. En quelque sorte, le père fouettard de l'habitation. En 1747, un événement dramatique change la destinée du petit Joseph. Une rixe familiale conduit le père à être condamné à la pendaison sur la place publique de Basse-Terre. Les Bolognes perdent leur propriété et fuient vers la France pour demander la grâce du roi. Après 2 ans d'immersion dans la société occidentale, c'est un garçon de 4 ans qui fait son retour à la Guadeloupe dans l'habitation familiale. Il y découvre tous les éléments qui vont déterminer le personnage public qu'il deviendra. Des rythmes, des couleurs, plus vivants, plus chauds, la sublimation d'émotions que l'on croyait perdues. Une nature foisonnante plus proche, plus pimentée, investit sans entrave les fibres sensibles du jeune Joseph. Les activités quotidiennes des esclaves, les gestes 1000 fois répétés jusqu'à la perfection, la discipline imposée contraignant l'âme et les muscles, l'obéissance qui conditionne la survie, toute une ambiance qui impressionne d'autant plus l'enfant revenu. Des rythmes percutants, purs, tenaces, scandent les tâches monotones des esclaves. Chants lancinants et tambours composent le cœur réconfortant, chaud, omniprésent de l'habitation. Des musiques, accouchées des corps en sueur, battent déjà dans les veines du futur virtuose. Ce compositeur hors pair, puisqu'il a été formé par des grands maîtres tels Gossec et Handel, donc il compose. Mais il compose à la manière européenne, mais avec l'âme des îles, puisqu'on retrouve dans sa musique ce côté, on va dire, vif, ce côté où on retrouve la vie. On a l'impression d'entendre des oiseaux, on a l'impression d'entendre le bruit des cascades, de la mer. Donc, ça nous ramène tout naturellement à l'habitation Saint-Georges, où est né le chevalier de Saint-Georges. Le café, c'est rythmé par la musique. La récolte, la cueillette, la plantation, l'entretien, c'est au son de la musique. Bonjour matin, femme la lever, ton nom est qu'à répéter. Nana vini monter quand pris, nana vini pour tuer café, ouais. Assez, aïe aïe aïe. Pas nommé nana, assez. Bonjour matin, femme la lever, ton nom est qu'à répéter. Assez, aïe aïe aïe. Pas nommé nana, assez. Non nana parti ni lance, non nana pas qu'à laver. Assez, aïe aïe aïe. Pas nommé nana, assez. Nana vin pour tuer café, nana vin pour payer ou quoi, ouais. Assez, aïe aïe aïe. Pas nommé nana, assez. Si non mais non a fila pas m'y donner. Assez, aïe aïe aïe. Yop. Pas nommé Ça va? Ça va et toi? Ah ben ça va. Ouais. Comme nous avons la vraie. Alors, Ouais, regardez. nous avons fait un dernier cueillette de café là. alors, Ouais, c'est ça qu'a ouais, ça. Tu récoltes la presse fine? Ouais. Ah ben oui, Ouais. c'est sa tradition là. Ouais. Alors là, nous sommes à l'habitation Compris, sur la montagne de Saint-Louis, sur la propriété de M. Étienne Crane. Et avec lui, on va découvrir le processus de la transformation du café, comme il se fait depuis le XVIIIe siècle, sous les flancs de la soufrière. On y Ouais, va? Effectivement, on y va. Ok. Ouais, je te suis. Voilà.
100 kg de café cerise donne entre 11,5 kg et 12 kg de café torréfié à la commercialisation. Quand je dis 11-12 kg, c'est que des fois, quand on trie les mauvais dedans, donc on écarte, il y a des écarts. Le café, je pense, est un produit qui a le plus de manutention au monde. Parce que quand on commence déjà, je vous ai déjà expliqué, nous avons vu déjà le parcours et tout le travail qu'il y a à faire, et surtout quand on le fait manuellement, ça c'est très très long. Ah ben, on va dire à la santé de Saint-Georges. Hein? À la santé de Saint-Georges. C'est le bonifieur et le bonifieur. Parce qu'en fait, ce café qui a du corps, qui a de l'arôme, il améliore les autres cafés. On ne le commercialisait pas pour pouvoir le consommer 100% café Guadeloupe. Il était là pour pouvoir améliorer. Et quand on regarde le parcours de Saint-Georges, ben Saint-Georges, dans tous les arts où il arrive, il trouve le moyen de sublimer, un peu comme le café qui bonifie, le café local qui bonifie les autres cafés. Effectivement. Ouais. C'est vrai qu'il tient en bouche, il a du corps, et vraiment ça a du caractère. On retrouve toute l'âme des Bastériens, toute l'âme de ceux qui tirent leur énergie de ce volcan, cette soufrière qui est un peu le moteur, comme le disait Ernest Pépin, et qui nous ramène l'énergie, on va dire, transcendantale du sous-sol du Sud-Bastère. La Guadeloupe, ce carrefour des Antilles, est un lieu duquel émane beaucoup d'énergie. C'est dans ce cadre qu'il a grandi Saint-Georges. Et cette énergie, on la retrouve à travers sa vie, à travers ses engagements, à travers le rythme qu'il s'impose et à travers la difficulté des enjeux qu'il va embrasser. Cette énergie vient de cette nature, mais cette nature, si on sait s'y prendre, si on sait tirer parti d'elle, eh bien, elle nous donne des choses extraordinaires. Saint-Georges a bénéficié, comme nous, hommes modernes, de ce savoir que nous a transmis les Amérindiens, cette transformation d'éléments de la nature pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir dominer son physique, pour pouvoir mieux le maîtriser. Et cette transformation n'est autre que la transformation de la carapate en huile de carapate. Alors, mon Nini, qu'en fait? Ça va bien, vous? Eh ben, ça Ça caille. fait là. Ah ben, nous là. Ouais, comment on porter mon œuvre? Oui, on va porter mon œuvre pour l'argent pour acheter des cochons à nous. On est à Rivière-des-Pères. On est venu rendre une petite visite à Monini. Monini qui est une gardienne du patrimoine. Elle maîtrise pas mal de savoir-faire, comme la plupart des Sud-Bastériens de sa tranche d'âge, mais elle a quelque chose de particulier qu'elle fait très très bien, c'est l'huile de carapate. C'est une huile qui possède beaucoup de vertus. Les anciens disent même qu'elle est capable de trouver la source du mal. Elle va être même positionnée sur une partie du corps où il n'y a aucune affection. Elle va circuler le long du corps et trouver là où il y a le problème. Donc, pour un sportif du niveau de Saint-Georges, il est important de pouvoir maîtriser, de pouvoir avoir l'usage des muscles le plus aisément possible. Quand on imagine les prouesses qu'il a réalisées, et j'en veux pour preuve cette fameuse traversée de la Seine, un bras attaché derrière le dos, il faut vraiment maîtriser son corps au mieux. Et pour ça, il faut avoir quelques petits éléments, on va dire des petites astuces locales qui permettent d'être en bonne santé. Je vais vous inviter, sans plus tarder, à vous rapprocher et à découvrir le travail de Monini, comment elle transforme de la petite graine de carapate, comment on arrive à lui. Alors, Monini, est-ce que vous pouvez dire nous ça qu'on est en train de faire là? Oui, il y a bien là, il y a un cap sec, il faut cuire, il faut mettre sécher. Et là, on met sécher, il même cap péter, mais ça n'est pas péter, donc on est obligé vers un couteau pour machine, pour esprit sortir. Et là, on fait nettoyer pour pas griller. Et là, après griller, il faut mouler.
On va tirer un petit peu là à présent. Oui, on va vider là, donc là, on va vider à dans le moulin. D'accord, on va suivre vous. Avant de faire dans pilon, mais à présent, sinon, notre facilité. On va en couler, il va mouler. Il va avoir une espèce de pâte. Et après, on moule, il faut mettre de l'eau là bouillir et on va mettre la pâte là dedans. Ouais. Ça, on moule là, on va mettre là dedans. Il faut bouillir, il faut sécher, il faut évaporer toute l'eau là. Et l'huile là, va monter à la surface. L'huile là, va monter à la surface, on va tirer. Et là, on tire, il faut refaire bouillir encore parce que des moments, il y a des petites gouttes d'eau qui restent là dedans. Il faut rebouillir encore. Pour pas une goutte de l'eau dedans parce qu'on est très fragile. Si vous voyez ni de l'eau, Ouais. Il va tourner? Le deuil même peut rester là. Ouais. Ouais. Si vous voyez ni de l'eau dedans, alors il D'accord. faut bien faire bouillir. Et après, il bouillit. Après, on tire le premier l'huile là, on va mettre de l'eau dedans, pâte là encore. Ouais. Et on va laisser poser et l'huile là va remonter à la surface. Et là, on va masser. On va masser avant une cuillère, on va remettre bouillir pour y venir con l'autre, con premier là, on tire là. Un mulâtre à la cour de France à l'époque, c'est un événement, c'est une chose difficile à gérer, mais il n'est pas tout seul. Il a toute la Guadeloupe avec lui, il a toute l'habitation Saint-Georges avec lui à travers Nanon qui arrive et qui lui emmène à la fois la culture, sa présence et puis bien sûr tout ce qui va avec. L'huile de carapate, les bons plats, les petites berceuses qu'elle va lui chanter, etc. Voilà. Nous avons l'huile en nous et nous avons besoin parce que nous avons rencontré les maîtres Fizet. Alors, merci en plus les pays dans notre soleil. D'accord. Merci, Manine. Tout le monde est unanime à dire que Saint-Georges est arrivé au sommet de son art. Il a aussi bien dans la discipline sportive que dans l'art de la composition et de l'exécution musicale, il arrive au sommet. Il arrive au sommet parce qu'il acquiert une maîtrise extraordinaire de tous ces arts. Il arrive à sublimer le geste. Et cette sublimation du geste nous renvoie à un personnage qui va reproduire des centaines et des centaines de fois les mêmes gestes. Un personnage obéissant, un personnage qui va reproduire ce qu'on attend de lui, qui va reproduire ce qu'on demande. Et ça nous renvoie systématiquement à l'enfance de Saint-Georges, le petit Saint-Georges esclave, qui vit dans un monde d'esclavage où tous doivent s'atteler à ce qui est demandé, ce qu'on va attendre de l'esclave, en lui demander de reproduire des centaines, voire des milliers de fois le même geste, régulièrement, quotidiennement, jusqu'à arriver à maîtriser à l'extrême ce geste. Et on peut imaginer le petit Saint-Georges sous l'habitation Saint-Georges à Saint-Robert, en train de regarder ce maître Fizet, en train de fabriquer cette subsistance indispensable au XVIIIe siècle pour que l'homme puisse subsister en Guadeloupe. Il regarde ce maître Fizet fabriquer la farine de manioc et qui revient toujours sur le même geste et qui reproduit ce geste essentiel nécessaire à obtenir le produit qu'on attend de lui. Alors, comment fait Michael? En forme? Alors, comment tu dis, on te fait bon, tu me fais le carapate là, alors, une côté, bon, on peut passer ici quoi, parce que ça travaille là, son travail qui est raide. De toute façon, il y a des tonnes qu'on a bien. Alors, nous venons côté là pour expliquer nous, montrer nous différents étapes de transformation à manioc là. Alors, si vous pouvez expliquer nous qui genre ça a déroulé. Alors là, c'est mamie là qui a gratté le manioc là. C'est la première étape de fabrication de farine de manioc. Alors, on a gratté, on a ôté tout pour l'enlever. Et puis après, on a envoyé au lavage. Au lavage, je peux tirer toute la boue, toute saleté en l'air. Pour après, on peut envoyer au moulin. Donc là, on est moulin là. C'est lui qui permet de grager le manioc là. Avec la plat. Petit blanchiment. L'eau là est associée dans la pièce là, qui est tombée dans la bassine là. Sans de l'eau, il est laissé poser, ça nous a crié moussage.
nous qui mélanger après avec farine là pour faire cassave. Donc ce moussage là c'est aussi c'est amidon. C'est amidon. C'est ça qui permet que farine là plus agréable à manger. Alors nous pouvons mettre la poêle. Normalement nous faisons tamiser, mais on fait reprendre la boule là. Ici. Alors farine là, on va faire farine là comme ça. Combien de temps il va prendre pour sécher? Alors ça va dépendre de combien de kilos de manioc on a. Donc si on a à peu près 5 kg de manioc, ça qui prend à peu près 3 temps pour faire sécher complètement. Alors, vous pouvez montrer nous faire une petite démonstration qui j'ai pas farine là carrément platine là, qui j'ai geste là pour faire pendant 3 temps là. Alors, vous sont tous ces gestes qui font que le maître Fizet est un sportif, puisque rester à tourner le rabot comme ça pendant 3 heures de temps, ça nous renvoie à cette précision de Saint-Georges. Saint-Georges devant le mur des touchés qui sans cesse reprend le geste pour pouvoir arriver à la perfection du geste et reproduire. Toujours l'objectif, arriver à la perfection. Et bien le maître Fizet a la même fonction. Il va tourner pendant 3 heures de temps pour obtenir ce résultat qui est une farine parfaite. Ben, ce geste, on le retrouve justement après, lorsqu'on a fini de travailler dans la case à farine, lorsqu'on va se retrouver pour pouvoir se détendre. Saint-Georges a sans doute vu ces nègres sous l'habitation Clairefontaine en train de jouer au sauvé vaillant, en train de jouer au bâton, à manier avec dextérité ce bâton, et surtout ces différents gestes au bâton ont sans nul doute laissé des techniques et des idées à Saint-Georges pour ces fameuses bottes dont on dit qu'il était le seul à avoir le secret. Tous les savoirs que nous venons de découvrir, savoir et savoir-faire que nous venons de découvrir sont plus que jamais vivants, car nos gardiens du patrimoine sont là. Et ils croient beaucoup en le fait que c'est cet environnement, cette appartenance à la culture, à sa nature, qui permet à l'homme de se réaliser. Et à travers cette volonté, le Sud Basse-Terre, depuis 2011, a voulu célébrer Saint-Georges et tient à célébrer Saint-Georges régulièrement. C'est pour cela qu'il a été mis en place le festival de musique classique et d'escrime qui a lieu chaque année dans le Sud Basse-Terre, de manière à ce que les générations nouvelles n'oublient pas Saint-Georges. Qu'ils sachent que cet exemple est un exemple qui leur est adressé directement. Qu'on sache que, comme Saint-Georges le considérait, quelle que soit la condition de l'homme, sa condition de départ, avec de la volonté, du travail, de l'obstination, on arrive à obtenir ce qu'on désire le plus. Saint-Georges a su tout sublimer. J'espère que nos nouvelles générations sauront tirer des leçons de cet homme extraordinaire.